Bien donc sur un petit peu l'actualité, on va parler du Covid, on parle aussi du travail et voir un petit peu comment ces deux éléments, j'allais dire, vivent ensemble. C'est dans Cosmo Réunionnais. Guy Lombard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, j'allais dire, comment est-ce qu'on dit exactement aujourd'hui? On dit représentant du personnel Non, moi je me présente comme militant politique, travailleur. Je fais partie du mouvement Nathalie Arthaud et Arlette Aguillet, Jean-Pierre Mercier, Lutte ouvrière. Je pense que tout le monde connaît quand même. Donc c'est une organisation politique de travailleurs qui se réclame des idées communistes révolutionnaires, donc qui défend effectivement des perspectives tout autres que la société. C'est pas une colle que je vais faire Didier Lombard, mais c'est quoi communiste révolutionnaire aujourd'hui? Communiste révolutionnaire, pour nous, ça fait appel déjà à la référence communiste, oui. À savoir que... Oui. Est-ce qu'on peut définir c'est quoi le communisme aujourd'hui pour vous? Pour moi, le communisme, c'est le pouvoir des travailleurs. Ça n'a jamais existé, ça. Entre nous, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais c'est une perspective qu'on défend. D'accord. Parce que la question a toujours été la même, c'est comment faire en sorte que un pays tout entier se gère lui-même, quoi. Parce que si on dit le pouvoir aux travailleurs, c'est qu'il faut que tous les travailleurs aient le même pouvoir. Alors nous, en tant que communistes, on se distingue justement des nationalistes. Parce qu'on ne pense pas, et ça serait, disons, ridicule, à l'heure de la mondialisation, qui existe déjà depuis plus d'un siècle, de vouloir se renfermer dans les frontières nationales. D'ailleurs, on voit bien que quand il y a des problèmes économiques, humains, dans un pays donné, et en particulier dans les pays moins développés, eh bien, pour qu'ils puissent faire face à ces problèmes particuliers, on fait bien souvent appel à la charité internationale, à l'aide internationale, etc. Mais plus généralement, on voit que le système qui s'est développé depuis plusieurs siècles, et en particulier depuis les 2 derniers, le système capitaliste, il a largement débordé les frontières nationales. Donc, nous, si on se réclame du communisme, c'est parce que effectivement, on veut dépasser, non pas revenir en arrière comme certains, se replier dans les frontières nationales, ce qui est irréalisable en fait, et réactionnaire. Nous, on est pour l'abolition des frontières, au contraire. Mais surtout pour l'humanité. Aujourd'hui, les frontières, les capitaux ne le connaissent pas. Par contre, on fait la chasse aux immigrés. On refoule les gens qui fuient la guerre en Syrie, qui fuient la misère en Afrique, etc., en Europe. Ou aux États-Unis, on voit Trump essayer, tout ça vis-à-vis de son électorat réactionnaire, promettre la construction d'un mur de plusieurs milliers de kilomètres carrés pour empêcher les immigrés du Mexique ou d'ailleurs d'affluer En fait, ce que ces gens-là visent, les nationalistes, c'est d'opposer les travailleurs les uns aux autres, les peuples les uns aux autres. Et nous, on est complètement opposés à ces idées-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte, j'essaie pas de faire la leçon, j'essaie juste de faire un constat, oui. Quand on regarde aujourd'hui le contexte international, on a dépassé les idéologies des années 60 où il y avait les socialistes d'un côté, les communistes de l'autre, les capitalistes de l'autre. Aujourd'hui, c'est un petit peu devenu complexe. J'allais dire le contexte mondial. Comment définir un cadre politique pour que demain le travailleur soit mieux respecté, soit mieux rémunéré et puisse s'accomplir dans son travail? Tout ça, dans le cadre du système capitaliste, c'est un vœu pieux. Parce que quand on voit comment s'est construit l'économie, la société capitaliste, il suffit de lire les bouquins de Zola, Germinal, et même avant, tous les écrivains sociaux du 19e siècle, et y compris Marx ou Engels. Par exemple, Engels a écrit un livre extraordinaire sur la situation des classes laborieuses en Angleterre, là où il vivait à un moment donné. C'est une catastrophe. C'est même une catastrophe par rapport
à la situation des masses qui vivaient dans les campagnes avant. Les familles éclatent, il n'y a plus d'heures pour se reposer. Les enfants se retrouvent à travailler des 12 heures, 14 heures par jour à côté de leur mère pour un salaire 4 fois moindre que leur père, etc. Donc, vous voyez, aujourd'hui, non mais, excusez-moi, je finis un petit peu. Je veux dire, le capitalisme, il a toujours été... il a toujours prospéré sur l'exploitation de la classe ouvrière. Et aujourd'hui, c'est pareil. Même si on a, pendant un certain temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 1970, c'était la grande mode de dire que la classe ouvrière n'existait pas. Est-ce qu'on pourrait dire cela, par exemple, de la Chine aujourd'hui ? La Chine, la classe ouvrière, elle a explosé en Chine. C'était un pays, quand Mao a pris le pouvoir en 1949, il y avait 90% de la population qui était paysanne. Aujourd'hui, c'est 60%, 70% de la population qui est ouvrière, au sens large. Il peut y avoir des ouvriers d'usine, il peut y avoir des ouvriers agricoles. Ouais. Y compris des techniciens, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, la seule classe qui se développe et qui est utile à la société, c'est la classe ouvrière. C'est elle qui produit tout, qui produit les choses utiles, y compris à la paysannerie d'ailleurs, parce que les charrues, les tracteurs, etc., ils sont bien produits dans les usines. Le problème, c'est que le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Mais non seulement ça, mais je veux dire, dans le système capitaliste, bien sûr, il y a des luttes syndicales pour les salaires, pour le respect des travailleurs, ce qui est absolument juste, et à laquelle moi et mes camarades participons de façon active à longueur d'année. Mais nous, ce qu'on explique, c'est que dans le cadre du système capitaliste, puisque ce système il est basé fondamentalement sur l'exploitation des travailleurs, on ne peut pas réformer ce système. Il va falloir l'abattre un jour. L'abattre parce que, effectivement, il a cessé d'apporter des bienfaits à l'humanité. Même en dépit de cette exploitation de la classe ouvrière, pendant toute une période d'expansion, le capitalisme, il a apporté quand même des progrès. Parce qu'il y était intéressé à ces progrès-là, que ça soit, par exemple, le développement du chemin de fer, etc., y compris à La Réunion. Regardez à La Réunion ce qu'a été capable de faire le capitalisme en fin de 19e siècle, début de 20e siècle. Il a été capable de ceinturer l'île d'un chemin de fer. Aujourd'hui, ils sont pas foutus de créer un tram-train. Donc, ça montre ce capitalisme d'aujourd'hui, il pourrit sur place. Et il entraîne la société en arrière. Et c'est ce qu'on veut pas. Alors justement, puisque on a regardé cette évolution-là, on voit que l'après-guerre va quand même définir des politiques socialistes, communistes, capitalistes, surtout après les accords de Yalta en 1945. Chacun va choisir sa direction. Mais passé les années 70, arrivé aux années 80, on voit finalement que les schémas choisis par les uns et les autres n'apportent pas ce qu'ils souhaitent dans les choix de leur politique. Et qu'aujourd'hui, finalement, ça reste quand même, c'est un paradoxe de dire que c'est le grand capital qui dicte les politiques de tous les pays du monde. Et effectivement, de tous les partis du monde, on voit que de moins en moins, les gens, les travailleurs y compris, font la distinction entre le programme des uns et des autres. On va pas peut-être pouvoir s'étendre dans le cadre de l'émission aujourd'hui, on pourra y revenir éventuellement par la suite si c'est possible. Oui, ce sera possible. Mais ce que je veux dire par rapport au Parti socialiste et au Parti communiste, le Parti socialiste, c'est le premier parti ouvrier qui s'est créé en France, avec des gens comme Jaurès, et bien d'autres. C'était ça parle de 36 ? Ah non, bien avant. Okay. Il s'est créé, disons, après la Commune en 1870, dans les années 1880-90. C'était un parti qui visait le renversement du système capitaliste, d'accord ? Il a trahi en 1914 parce qu'il a fait cause commune avec la bourgeoisie et il a appelé les jeunes à l'époque à aller au casse-pipe, en fait, pour les intérêts de la bourgeoisie française. Et en Allemagne, ça a été la même chose. Ça a été vraiment un massacre général.
mais pour la redistribution des colonies, etc., pour le partage de l'Europe, des mines européennes, etc., des zones d'influence, etc. Donc ça, c'est une première chose. Il y a eu cette trahison. Suite à cette trahison, rappelez-vous, en 1917, il y a eu la Révolution russe, qui a été, disons, dirigée par ce qu'on appellera ensuite le Parti communiste russe, qui étaient les bolcheviks, et qui était en opposition à cette politique nationaliste qui avait, disons, versé les masses dans les bras des bourgeoisies, avec le massacre à la clé, etc. C'était aussi vraiment un moment de la lutte des classes. Exactement, exactement. Et donc, c'est là, effectivement, il y a eu une tentative réussie pour une fois. Après, on peut penser ce qu'on veut, et nous, on pense un certain nombre de choses, effectivement, de ce qui est devenu l'URSS, le pouvoir ouvrier dans ce pays-là, et le mouvement communiste dans son ensemble par la suite. Mais disons que, effectivement, ce mouvement communiste russe, avec Trotsky, Lénine et bien d'autres à leur tête, a permis de montrer la validité des idées communistes, que effectivement la société capitaliste, elle pouvait être dépassée, elle pouvait être remplacée par une société plus égalitaire, plus juste, qui s'appelait qui tendait vers le communisme. Mais si quand on regarde à partir du moment où Lénine, Staline, qu'on installe un système soviétique. Alors je vous reprends parce que Lénine et Staline, on peut pas faire on peut pas les mettre dans le même pot. Hein. Je parle de l'évolution. De l'évolution vers ce qui va être par exemple les soft causes, les kolkhozes, c'est-à-dire créer un système socialiste. Mais là, on voit même là, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été. À un moment donné, le système ne marche pas. Mais il faut nuancer. Il faut nuancer. Il faut connaître déjà la période qui était très difficile. Ils sortaient de la guerre. C'était un pays arriéré, comme en Chine, avec 90% de paysans, etc. Donc, si vous voulez, et en plus assiégé par les puissances capitalistes qui n'avaient qu'une idée, c'était de renverser ce pouvoir détestable de leur point de vue, parce qu'ils remettaient en cause leur toute puissance. Donc on a vu effectivement les armées françaises, allemandes, japonaises essayer de renverser ce système-là. On avait d'un côté le pacte de Varsovie, les pays qui étaient donc avec l'URSS. Alors ça, le pacte de Varsovie, c'est la guerre d'après. Ah. Mais non, mais si vous voulez, la Yalta, ce qui s'est passé à Yalta, 45, là, le régime n'était plus communiste. Ah, d'accord. C'est là qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on est trotskiste, parce que nous, on se réclame toujours des idées communistes révolutionnaires, de la révolution internationale. On pense qu'effectivement, un changement, il doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que comme le système capitaliste et international, il faut que les travailleurs agissent dans le but de renverser le système au niveau international. Donc il faut qu'ils se tendent la main, qu'ils s'épaulent les uns les autres dans ce combat, dans cette perspective-là. Pour revenir un petit peu à l'actualité, on voit quand même que on critique beaucoup les idées communistes, d'ailleurs que la plupart des gens ne connaissent pas. Hein. Donc ils répètent ce qu'on leur a mis dans la tête. Ils vont pas chercher plus loin pour la plupart. C'est dommage parce que les idées communistes, elles valent mieux que ça. Elles valent mieux que ça parce que effectivement, c'est des idées de progrès et non pas de réaction. Aujourd'hui, ceux qui occupent le terrain, ce qu'on entend, c'est les nationalistes. De Le Pen jusqu'à Mélenchon, c'est des nationalistes. Bleu, blanc, rouge, etc. Hein, ils sont dépassés par les événements. Ils sont incapables de répondre. Parce que quand ils ont été au pouvoir, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené, pour ce qui est l'extrême droite, on sait ce que ça a donné. Hein, en Espagne sous Franco, en Italie sous Mussolini, avec les nazis. Portugal aussi. Oui, avec Salazar. Mais c'est une aberration que de se renfermer sur ces frontières. Les travailleurs ne connaissent pas de frontières. Aujourd'hui, on travaille en France, demain on travaille en Allemagne, on va où on trouve du boulot. Le Réunionnais même, l'ISAP travaille en France, pourquoi? Pas parce qu'il n'aime pas son pays, parce qu'il n'a pas d'autres moyens pour faire vivre sa famille, etc. Donc, de notre point de vue de militants travailleurs, ouvriers, nous, ce qu'on dit, c'est que les travailleurs ne doivent pas s'opposer les uns aux autres. Ils doivent se battre contre toutes ces idées qui les ramènent en arrière. Hein. Et donc,
le problème aujourd'hui, ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les réfugiés. Le problème, les vrais étrangers, c'est les capitalistes, c'est les spéculateurs, c'est ceux qui imposent à l'État, par exemple, aujourd'hui, de leur verser des dizaines de milliards en pure perte, au lieu que ces dizaines de milliards servent à créer de l'emploi. Quand on voit, par exemple, un trust comme Renault, qui a reçu 5 milliards du gouvernement Macron, et qui annonce qu'il va fermer 4 usines. Quand on voit qu'une autre usine, je ne me rappelle plus, qui a reçu de l'argent de l'État, de l'Europe, de la région, je ne sais même pas si c'est Peugeot ou Renault, je ne me rappelle plus, a décidé cyniquement de transférer son usine en Europe de l'Est, là où les salaires sont 3 ou 4 fois moins chers, alors que, on leur avait donné à ces capitalistes-là ces millions de subventions publiques, argent public, pour maintenir les emplois, et que, en fait, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir, ce ne sont pas les pantins du gouvernement, ce ne sont pas les pantins des élus, y compris locaux, etc., qui, en fait, à aucun moment ne s'en prennent à ces intérêts-là, et de façon aussi calculée, parce qu'en fait, bien souvent, leurs campagnes électorales sont payées à charge de retour, par le biais des contrats, enfin des marchés qui sont ouverts à tous ces gredins-là. Et je pèse mes mots. On voit, y compris à La Réunion, comment ça se passe au niveau du transport de personnes. Ils sont payés par qui, les patrons? Comment sont traités les travailleurs de ces entreprises-là? Personne ne regarde? Ça intéresse personne? Il y a un problème, c'est que justement, nous, on soulève tous ces problèmes-là, sociaux, d'un point de vue des travailleurs, et ce qui manque aujourd'hui, c'est un parti qui se fasse la caisse de résonance de ces intérêts-là. Parce que, et on le déplore, on est un peu les derniers à oser défendre les intérêts de la classe ouvrière. Or, la classe ouvrière, on l'a vu dans la période récente du coronavirus, enfin du confinement, etc., les caissières, payées à coups de lance-pierre, elles étaient en première ligne. Les infirmières, les aides-soignantes, elles étaient en première ligne. Qu'est-ce qu'elles ont eu? On nous parlait du monde d'avant, du monde d'après. Le monde d'après, on voit comment réagit Macron devant une infirmière qui lui demandait des comptes. Et qui disait, c'est bien beau de réouvrir des lits, mais il faut des infirmières, des médecins autour du lit pour soigner les malades. Il lui a dit, c'est pas une question d'effectifs, c'est une question d'organisation. Si c'est pas un foutant, si c'est pas un mépris de classe, ça veut dire qu'il n'y a rien à attendre de ces pouvoirs-là. Mais aujourd'hui, c'est Macron, ça peut être un autre zigomard demain. Il faut que les travailleurs prennent conscience qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Donc, par contre, ils ont tout à attendre de leur activité revendicative, et aussi tout à attendre d'une lutte politique pour que ça change à terme, pour ouvrir d'autres perspectives que cette société qui, en fait, est basée sur l'exploitation, sur le détournement d'argent public, etc., etc. Aujourd'hui, comment changer ça, attendre la présidentielle? Écoutez, nous, on n'entretient aucune illusion dans les élections, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on est révolutionnaire, et c'est pas... Je veux dire, c'est un choix, ça découle de notre analyse de la société. On n'est pas révolutionnaire parce que pour être révolutionnaire, pour rouler des mécaniques, etc. Nous, on est révolutionnaire parce que effectivement, c'est une nécessité de renverser ce système. Et alors, la révolution, elle viendra pas de lutte ouvrière, elle viendra de la grande masse des travailleurs, etc., qui, espérons-le, prendront conscience que on ne pourra pas changer les choses dans le cadre du système actuel. Ceci dit, et tout le monde l'a constaté, lutte ouvrière présente régulièrement un grand nombre de candidats aux élections, de plus en plus. D'ailleurs, même y compris aux dernières élections municipales, on était présent. Par exemple, ici, à Saint-Benoît, depuis des années d'ailleurs, on se présente à ces élections pour, y compris dans le cadre d'élections locales, faire entendre la voix des travailleurs. Et ça c'est ma dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, dans le contexte actuel, comment préparer, j'allais dire, les
ce qui arrive, quelle doit être la démarche de ceux qui se battent pour le travail? Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est un plan de lutte pour les travailleurs. Il faut que les face à ce qui leur pend au bout du nez, qui est disons, le quotidien d'ailleurs auquel ils sont confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire le licenciement, la baisse du pouvoir d'achat, qu'est-ce que je veux dire encore, le manque de services publics, etc. Il va falloir qu'ils se battent collectivement. Là où il y a des luttes, les travailleurs se font mieux respecter. Même au niveau d'une seule entreprise, on le constate par expérience, mais ces luttes disséminées, à un moment donné, il va falloir qu'elles se rejoignent. Elles se rejoignent pour poser le problème du pouvoir. Qui a le pouvoir dans cette société et dans quel sens on va privilégier le choix de régler tel type de problème. Par exemple, le logement à La Réunion. Comment se fait-il qu'il y a la moitié des ouvriers, des techniciens du BTP qui sont au chômage, alors qu'il y a un besoin de construire 30 000 logements? Comment se fait-il que depuis des années, dans la presse nous rappelle que le nombre des illettrés à La Réunion, département français s'il en est, depuis 46, toujours un Réunion sur 7 qui est illettré. Eh bien, il faudrait embaucher en masse des instituteurs, des professeurs, dédoubler, détripler les classes, je ne sais pas comment dire les choses. Mais je veux dire, c'est absolument scandaleux. Comment ça se fait qu'un ouvrier de 18 ans, des fois, qu'on rencontre au syndicat, est incapable de lire sa fiche de paye? C'est dramatique. C'est un déni de justice vis-à-vis de toute cette masse de gens qui ne peuvent pas avoir accès à la culture, ou une partie de la culture en tout cas. Et ça, c'est intolérable. On y reviendra là-dessus, en tout cas, Didier Lombard, dans notre échange. On a déjà dépassé le temps qui nous a imparti. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.